Au nom de mes deux patries, j'avais dans la précédente, on va dire, vidéo, commencé à partager ce texte que j'ai écrit et qui s'intitule du moins Au nom de mes deux patries. Dans la première vidéo, j'avais donné mon arrière-plan et comment je suis arrivé à cette réflexion. Au nom de mes deux patries, j'avais situé le fait que ces deux patries étaient la patrie céleste et la patrie terrestre, et que fort des intrigues que vive la patrie terrestre, notamment les intrigues sociopolitiques, politico-militaires ou autres formes de crise sociale, le croyant est parfois pris dans cette question, que faire, que pas faire, comment ne pas faire. Et j'avais terminé la vidéo d'avant sur ce questionnement, sur cette affirmation qui disait, n'est-ce pas aussi vrai que la gestion de la cité, qu'on appelle à tort ou à raison politique, la gestion de la cité fait obligation aux croyants, notamment aux chrétiens, d'être un agent de justice et de paix. Alors, aujourd'hui, je commence cette vidéo avec cette question. Que faire quand des crises politico-militaires dévastent la partie terrestre et quelles sont en leur sein, comment agir en leur sein en fait, et que ces crises socio-politiques, sinon politico-militaires, ont en leur sein beaucoup de germes d'injustice. Que faire? Que faire? Et la question qui s'est imposée à moi en tant que croyant, justement, c'était de dire, devrais-je continuer de me concentrer sur ma patrie céleste, en comprenant qu'au bout du compte, la patrie terrestre passera et que sera vain de croire à quelques changements. Et que cette compréhension me donne de me réfugier uniquement dans la prière d'intercession, sans aucune autre forme d'action. C'était donc cette réflexion-là. Que faire lorsque le pays où on vit est en proie à des crises en tant que croyants? Devons-nous simplement dire que pour nous, il s'agit de prier, d'intercéder, et sans autre forme d'action ou d'implication? Et donc, c'est cette question-là. Et c'est pour cela que je pose cette question, dans ce questionnement, je me pose une autre question. Quel serait le sens de notre existence dans nos nations en dehors de l'annonce de l'évangile? D'autant, si annoncer l'évangile, c'est juste proclamer le salut en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ça à proclamer? Est-ce que c'est que ça, l'annonce de l'évangile? Est-il vrai que nous, notamment les croyants et spécifiquement les chrétiens, devons-nous nous occuper des affaires du Père, des affaires du Père céleste? Donc devons-nous nous occuper uniquement du royaume céleste? Ces affaires, notamment ces affaires du Père, sont-elles exclusivement de l'ordre religieux, de ce qu'on appelle le temporaire, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le céleste? Est-ce que les affaires du Père, est-ce que le royaume de Dieu ne concerne exclusivement que ce qui est de l'ordre religieux? Et les autres, c'est-à-dire les non-chrétiens, eux, devraient-ils s'occuper de l'administration de nos cités et de nos crises? Je résume cette série de questions. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a deux formes d'implication? C'est-à-dire que le citoyen qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien, lui, il va se préoccuper de la cité, des choses terrestres. Il va s'occuper lorsqu'il y a des crises sociopolitiques. Il va s'y impliquer pour chercher à trouver des solutions, bonnes ou moins bonnes. Et puis le chrétien, lui, d'un autre côté, il dira que lui, sa solution, c'est uniquement la prière, uniquement l'intercession, et qu'il n'a pas à se mêler de chercher ou d'essayer d'apporter sa contribution dans ce pays, pour chercher à apporter aussi son aide pour résoudre ces crises sociopolitiques ou politico-militaires. Est-ce que c'est ça, finalement? Alors moi, je m'interroge sur cette question-là. Et je réalise, en tout cas, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que c'est de là qu'est partie mon interrogation, mon implication, mon questionnement et aussi tout l'engagement minime qui est le mien. Je constate que depuis, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on peut remonter à plus loin et tout ça, mais je constate que depuis 1993,
Hein. Je vous avais dit dans ma première vidéo que je prends conscience, mon éveil à la chose sociétale débute en 92. Okay? Donc depuis 1993, je constate que cette patrie terrestre, notamment la Côte d'Ivoire, est entrée dans les turbulences, dans les remous sociaux. Hein, le comble, c'est qu'en 2002, avec le déclenchement de ce qu'on a appelé la partition de la Côte d'Ivoire avec une zone militarisée tout au nord qui ne se réclamait plus, on va dire, de l'État gouverné à l'époque par ceux qu'on appelait les royalistes au sud et les rebelles au nord, je constate que depuis 2002, il y a eu cette division de la Côte d'Ivoire en deux parties. Récemment, en tout cas à ce moment-là, le schéma classique de négociation des Nations Unies, le pays est entré en ce moment-là dans un accord qu'on a appelé, enfin il y avait une série d'accords, hein, il y avait Lomé, il y avait Marcoussis, il y avait Accra, il y avait Pretoria, et pendant que la guerre s'est installée, ceux qui l'ont installée, ceux qui l'ont installé, c'est-à-dire les acteurs majeurs de cette crise politico-militaire, souffrent presque d'aucun mot. Hein. Le dire comme ça, c'est peut-être une simplification, mais en tout cas, les responsables, même s'ils avaient à cœur, chacun de son côté, d'apporter une solution, mais je constate que eux, ils avaient une protection, ils étaient quand même bien entourés, bien protégés, bien sécurisés, et que globalement, ce sont les populations au nom desquelles la guerre est intervenue, c'est ces populations-là qui payaient le lourd tribut, n'est-ce pas? Tribut en mort de civils, en pauvreté aggravée, en misère, en manque de liberté, en développement bloqué, déjà qu'il n'était pas assez avancé à ce moment-là. Et puis, voilà, il y avait un certain nombre de conséquences tragiques pour les populations, un peu moins, il me semble en tout cas, pour les acteurs principaux de ces crises-là. Les leaders politiques et militaires de tous bords ont un train de vie qui me semblait en tout cas à ce moment-là élevé, hein, prétextant de leurs privilèges liés à leurs responsabilités. Et puis je constatais que les rendez-vous pour parler de ces crises, en tout cas pour essayer d'apporter des solutions à ces crises, se passaient dans de grands hôtels, des grandes capitales, avec un confort insolent pour parler d'une terre dont les habitants et dont de nombreux citoyens souffrent, hein, souffrent en ce moment-là. Et ma réflexion, c'est comment on peut parler de résolution de crise, aller se retrouver dans de grands hôtels luxueux, faire des conclaves, payer aux frais de qui, j'en sais rien, mais pendant ce temps, les populations, elles subissaient, elles souffraient des conséquences de cette crise politico-militaire. Maladie, rigueur au travail, et tout l'argent alloué à ce processus de paix, je me demande pourquoi, si il y avait tant d'argent, pourquoi on n'a pas été capable de mobiliser cet argent pour éviter peut-être, hein, que cette crise arrive là. Donc voilà pour aujourd'hui, ma réflexion s'en est enlisée là du moins, dans cette réflexion des conséquences que les populations elles-mêmes subissent lorsque des crises sociopolitiques ou des crises politico-militaires éclatent. Certes, peut-être que les responsables qui sont à la base de ces crises ont un souci du bien-être de leur population, mais en réalité, je constatais que finalement, ces populations dans lesquelles on avait peut-être déclenché ces choses étaient les premiers à souffrir des conséquences terribles de ces crises-là.